Donc, je donne la parole à notre dernier rapporteur, le professeur Arnaud de Nanteil, de l'Université Paris-Est Créteil. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Thibault et Guillaume pour leur invitation et leur présence. Je sais que la nuit a été rude. Et encore, je n'ai pas assisté à tout. Droit des investissements et législation de santé publique. Bon, le sujet est un peu à l'inverse de certaines des contributions d'hier, je dirais. C'est-à-dire que hier, on a entendu certains orateurs aborder le sujet en disant, voilà, quand on me l'a proposé, je ne savais pas exactement comment faire, et puis c'est à force de quelques recherches que j'ai bien identifié la problématique et que j'ai pu trouver des choses intéressantes. Moi, c'est un petit peu l'inverse, en ce sens que droit d'investissement et législation de santé publique, ça saute un peu aux yeux. C'est-à-dire que le sujet est évident, c'est la question de savoir comment concilier la protection des investissements et la protection de la santé. C'est-à-dire que, en fait, c'est un renvoi à la problématique générale du droit des investissements, c'est-à-dire comment garantir à la fois que les investissements étrangers sur le territoire d'un État sont protégés et en même temps que l'État qui accueille des investisseurs étrangers peut continuer à légiférer sur son territoire, qui peut adopter des mesures d'intérêt général, même des mesures qui portent atteinte ou qui réglementent l'investissement et qui donc éventuellement font baisser son profit. Donc voilà, ce problème se rattache à cette difficulté d'ensemble qui, encore une fois, irrigue toute la matière. C'est vraiment le fil rouge du droit international des investissements. Donc moi, mon problème était plutôt comment être original et comment, surtout, essayer d'identifier quelque chose qui soit spécifique à la santé. Parce que cette problématique d'ensemble, on la trouve pour les droits de l'homme, on la trouve pour l'environnement, on la trouve pour les questions sociales, pour les questions économiques. La question est la même à peu près dans tous les domaines. Et donc, la question que je me suis posée, c'est de savoir s'il existait un régime un peu particulier au profit de la santé publique. Est-ce que les législations de santé publique bénéficient d'un régime à part dans le droit international des investissements? Je prétends absolument pas être original, et je prétends pas forcément répondre à cette question d'ailleurs. Mais ce que je voudrais essayer de faire ici, c'est justement identifier ces éléments de singularité. Qu'est-ce que le droit des investissements réserve aux législations de santé publique? Il y a quand même quelques éléments. Alors, juste à titre liminaire, il faut savoir que la question se pose évidemment parce que beaucoup d'opérations économiques peuvent relever du champ d'application d'une législation de santé publique. L'investissement peut se faire sous forme d'une société qui prodigue des soins ou une société d'assurance maladie de manière tout à fait classique. L'investissement peut se faire sous la forme d'acquisition de droits de propriété intellectuelle sur un procédé, sur un médicament, sur un produit pharmaceutique. Il y a Régis Bismuth nous l'a montré hier, il y a un marché de la santé. Donc s'il y a un marché, il y a des investisseurs. S'il y a des investisseurs, le droit des investissements s'applique. Donc ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat, c'est que néanmoins, dans la pratique contentieuse du droit des investissements, puisque la matière du droit des investissements est une matière qui repose beaucoup sur l'arbitrage, sur les sentences arbitrales, un peu moins sur les textes. Il n'y a pas d'organisation internationale, il n'y a pas l'équivalent de l'OMC. Donc les normes viennent beaucoup de la jurisprudence et un peu des traités, mais les traités sont relativement brefs. En tout cas, bon, ils le sont moins aujourd'hui, mais ils l'ont été pendant longtemps. Et donc, dans la pratique contentieuse, il y a assez peu de choses. J'ai identifié, en gros, une demi-douzaine d'affaires qui relèvent du droit de la santé, qu'on peut classer en 3 catégories, pour aller très vite. Des affaires qui impliquent des investissements dans le domaine de l'assurance maladie, c'est-à-dire des mutuelles, l'assurance privée. Des affaires qui relèvent de droits de propriété intellectuelle dans le domaine de produits pharmaceutiques essentiellement. Et puis, une deuxième catégorie et demie, ou une troisième catégorie, d'investissements dans des domaines variés, qui sont soumis à des législations environnementales qui ont une dimension de santé publique. Je pense à une affaire dans laquelle l'État avait interdit un pesticide pour des raisons environnementales, impliquant évidemment des éléments de santé publique. Mais on n'est pas exactement dans une législation de santé. Je pense à une affaire aussi où il était question de l'interdiction d'un additif à l'essence, parce qu'il avait été prouvé que cet additif augmentait les particules qui portaient atteinte à la santé des habitants, etc. Donc là, c'est des législations qui ne relèvent pas exclusivement de la santé, mais qui ont quand même un lien avec la santé. Et ce qu'on peut constater à partir de ces différentes affaires, je ne les cite pas toutes, c'est qu'il y a eu très très peu de condamnations. Il y en a eu une en réalité, dans l'affaire Achmea que Régis citait hier, et puis celle de l'affaire Achmea, bon, pour ceux qui connaissent un peu le droit de l'Union européenne, elle est totalement foutue, c'est-à-dire que la sentence ne sera jamais exécutée. Et dans les autres affaires, les 6 autres affaires que j'ai identifiées, les demandes ont été rejetées systématiquement. Les États ont gagné, les investisseurs ont perdu, notamment dans l'affaire, évidemment, Philippe Maurice, que je ne pourrais pas ne pas évoquer.
Donc ça, c'est vraiment le paysage d'ensemble. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut essayer de dresser comme canevas? Ce qu'on peut dresser comme canevas, c'est bon, 2 points, je vais mettre l'accent sur 2 points essentiels brièvement. D'abord, c'est que les législations de santé publique, finalement, offrent une illustration intéressante de l'exception d'intérêt général qui est reconnue en droit international des investissements et en droit international général, mais avec toutes les réserves que suscite cette exception, et là, il n'y a pas de singularité particulière du domaine de la santé, c'est-à-dire que ce principe suivant lequel l'État a le droit de réglementer sur son territoire sans engager sa responsabilité internationale, il trouve effectivement un terrain d'expression dans le domaine de la santé, mais il le trouve ailleurs aussi. En revanche, et ce sera mon deuxième point, il y a quand même une singularité du droit de la santé, en tout cas des interactions droit de la santé, droit d'investissement, à travers la question de la propriété intellectuelle, qui est un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, qui le sera dans la suite de la matinée, mais qui en fait est le seul angle par lequel on peut identifier un régime particulier. Et donc je dirais presque à la limite, si singularité il y a, elle ne tient pas tellement disons, au domaine de l'investissement. C'est pas parce que l'investissement s'est fait dans le domaine de la santé qu'il y a une singularité. La singularité elle tient davantage à la forme de l'investissement. C'est parce que l'investissement se fait sous forme de droit de propriété intellectuelle qu'il peut y avoir une singularité. Mais donc, voilà, comme souvent en droit d'investissement, le domaine finalement importe peu. C'est la forme de l'activité économique, pardon, qui va entraîner cette singularité. Alors, un mot d'abord sur la règle générale, cette exception générale au profit de l'État. J'y insiste pas parce que le sujet est connu, mais il est évident, c'est reconnu depuis des décennies par la jurisprudence, par la pratique, par les traités, qu'une mesure qui vise un intérêt public, qui n'est pas discriminatoire, qui est adoptée au terme d'un due process of law ou adoptée de manière correcte et transparente, cette mesure, même si elle porte atteinte aux biens, aux intérêts d'un étranger, n'engage pas la responsabilité internationale de l'État. On a des commissions mixtes à la fin du 19e siècle qui l'affirment déjà, le tribunal irano-américain l'a affirmé, les tribunaux arbitraux aujourd'hui en matière d'investissement ne cessent de revenir sur cette exception. C'est vraiment un point qui est très largement acquis. Donc j'y insiste pas. Il est très largement acquis aussi que les mesures de santé publique relèvent assurément de cette exception. Cette exception elle a été pensée pour les mesures environnementale aujourd'hui, mais d'abord pour les mesures sociales et sanitaires. Donc il est très clair que l'exception peut jouer pour les mesures de santé publique. Ensuite, elle n'en soulève pas moins un certain nombre d'interrogations, et je voudrais juste formuler quelques remarques au sujet de cette exception générale. D'abord, première remarque, c'est que cette exception générale, elle souffre un peu d'un défaut congénital, si je puis dire, ou il y a un problème conceptuel, parce qu'elle a été pensée d'abord dans le cadre de l'expropriation. C'est-à-dire qu'en droit international, général et des investissements, un investisseur étranger ne peut pas être exproprié, sauf motif d'intérêt général, mesures non discriminatoires et compensation financière. Et donc, si on combine cette règle-là, qui elle aussi est acquise de très longue date, si on combine cette règle-là avec l'exception, on a un problème d'ordre circulaire, parce qu'une mesure d'intérêt général qui est non discriminatoire, elle peut être à la fois une expropriation et donc donner lieu à compensation, et en même temps, si on applique l'exception, dire la mesure est d'intérêt général et en même temps elle est non discriminatoire, donc ce n'est pas une expropriation. Ce que je veux dire, c'est que pour identifier deux types de mesures qui ne sont pas soumises au même régime juridique, parce que l'une ouvre droit à compensation et l'autre non, on a les mêmes critères qui vont s'appliquer. Et donc le fait de dire une mesure, lorsqu'elle est d'intérêt général et qu'elle est non discriminatoire, n'engage pas la responsabilité de l'État, en réalité, ça ne règle pas du tout la question de l'identification de l'expropriation, et ma voisine pourrait vous en parler dans les mêmes termes. Donc on a une première difficulté qui est vraiment d'ordre théorique et que je n'ai toujours pas réussi à résoudre, et ça fait une dizaine d'années que je me pose la question. Deuxième remarque au sujet de cette exception, c'est que ce n'est pas une exception absolue. Si on regarde dans les traités qui la codifient, puisque certains des traités la reprennent, les traités disent que une mesure d'intérêt général, etc., n'engage pas la responsabilité de l'État, sauf en de rares circonstances. Quelles sont ces circonstances? C'est là qu'on a une difficulté considérable. Et là-dessus, certains traités récents innovent en disant, sauf en de rares circonstances, dans laquelle la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire l'objectif qu'elle vise. Donc en fait, on a un certain nombre de traités qui introduisent le test de proportionnalité, ce qu'ont fait certaines jurisprudences par ailleurs, mais ce qui est une bonne chose. Mais si le traité ne le dit pas, le tribunal arbitral
est libre d'appliquer le test qu'il veut, et donc ça alimente encore le cercle, c'est-à-dire on a une mesure d'intérêt général non discriminatoire, elle peut être une expropriation ou une mesure qui permet d'échapper à la qualification d'expropriation, et on ajoute le fait que même si elle est d'intérêt général et qu'elle est non discriminatoire, il y a des circonstances dans lesquelles elle peut quand même engager la responsabilité de l'État. Donc on retombe complètement sur la situation initiale, et finalement, ça change pas forcément, enfin ça n'apporte pas forcément grand-chose. Troisième remarque au sujet de cette exception, c'est qu'elle n'a de sens en réalité que justement dans le domaine de l'expropriation. Or, la protection des investissements internationaux s'étend au-delà de l'expropriation. Dans les traités, vous avez 4, 5, 6 clauses de protection, l'une qui protège contre l'expropriation, une clause de traitement juste et équitable, une clause de libre transfert, une clause de pleine protection et sécurité, etc. Bon, le problème, c'est que l'expropriation, elle peut être licite en droit international. Une expropriation, ce n'est pas illicite en soi. L'État, il a toujours le droit d'exproprier. En revanche, le traitement juste et équitable, une mesure qui est injuste et inéquitable, une mesure qui est arbitraire, c'est très difficile à justifier. Et a priori, ça n'est pas justifiable. Et on a plusieurs tribunaux arbitraux qui ont bien dit que cette exception, elle ne pouvait pas être utilisée en dehors de l'expropriation, parce qu'une mesure arbitraire, même si elle vise un but d'intérêt général, elle n'en est pas moins arbitraire. Et donc finalement, la finalité de la mesure n'apporte pas véritablement, puisque la protection des investissements ne repose pas tellement sur l'objectif des mesures, mais sur la manière dont elles sont appliquées. Comme je dis souvent, la protection offerte par les TBI, elle ne met pas l'accent sur le quoi, mais sur le comment. Ce qui compte, c'est pas ce que fait l'État, c'est comment il le fait. Et si, même dans un but qui paraît parfaitement légitime, l'État fait n'importe quoi, ça reste n'importe quoi. C'est-à-dire que si c'est arbitraire, si c'est discriminatoire, ça reste une mesure arbitraire et discriminatoire. Et donc justifier une mesure arbitraire, c'est beaucoup plus difficile qu'une expropriation qui est un droit qui appartient à l'État depuis que l'État existe au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, on a ici cette difficulté. Et puis, juste quatrième et dernière remarque tirée de l'observation de la pratique récente, c'est que cette exception, elle a tendance à être utilisée par les tribunaux arbitraux de manière assez surabondante. Et c'est ici que je voudrais citer l'affaire Philip Morris, qui est assez emblématique. Alors, pas Philip Morris Australie, parce que Philip Morris Australie, l'investisseur a perdu au stade de la recevabilité, mais Philip Morris Uruguay, où là, la sentence est allée sur le fond. Et elle est très intéressante, cette sentence, parce que sur le fond, donc l'investisseur, c'est la législation sur le paquet neutre, hein, l'investisseur Philip Morris réclame le constat d'une expropriation. Le tribunal commence par examiner la demande en expropriation, constate que l'atteinte portée à l'investissement n'équivaut pas à une dépossession, donc il n'y a pas d'expropriation. Bon, à une quinzaine, une vingtaine de paragraphes. Et ce qui est intéressant, c'est que le tribunal continue en disant « The analysis might end here », donc je pourrais m'arrêter ici, mais comme c'est Philip Morris, comme on en a parlé dans les médias, et comme c'est une affaire importante, je vais continuer. Et là, il déroule sur 40 paragraphes en disant, en plus, cette mesure, c'est une mesure d'intérêt général, il y a la convention de l'OMS, il y a un certain nombre de choses, ça sert absolument à rien sur le plan juridique. La décision est prise, ça n'est pas une expropriation. Et pourtant, le tribunal va justifier pour montrer à quel point on tient compte de l'intérêt général, à quel point c'est une mesure légitime d'intérêt général. Ce qui est très bien, mais ce qui en fait vient, à mon sens, ruiner un peu l'intérêt de l'exception, puisqu'on applique l'exception que parce qu'il n'y a pas eu d'expropriation. Donc en fait, cette exception, elle n'apporte pas grand-chose. Et on a déjà vu plusieurs tribunaux, l'affaire Chemtoura contre Canada, par exemple, l'affaire de l'interdiction du pesticide dont je parlais tout à l'heure, qui ont procédé un peu de la même manière. Et du coup, voilà, la question de la pertinence de cette exception est posée, puisque l'analyse véritable, le fondement juridique en tout cas de Philip Morris, le fondement juridique du rejet dans Philip Morris, ça n'est pas l'intérêt général de la mesure, c'est le fait que la mesure ne provoque pas une dépossession. J'y reviendrai un petit peu, mais donc, voilà, cette exception générale, elle peut être utile effectivement pour des mesures de santé publique, mais on voit bien qu'elle a quand même un certain nombre de défauts dont il ne faut pas négliger l'importance. Je termine très rapidement, Monsieur le Président, en disant un mot quand même sur la question des droits de propriété intellectuelle en droit des investissements, puisque donc on a un certain nombre d'investissements dans des laboratoires pharmaceutiques ou des investissements qui se font sous la forme de reconnaissance de brevets. Je me contente de 3 remarques ici très brèves. Première remarque, c'est que cette question, elle est évidemment importante, mais lorsque l'investissement se fait sous forme de droit de propriété intellectuelle, ça soulève quand même une question extrêmement importante, qui est la question de l'identification des droits. Parce qu'un droit de propriété intellectuelle, il ne peut pas être conféré par le droit international. Il est conféré par un droit interne. Et pour savoir s'il y a eu atteinte à l'investissement, il faut voir quel est l'investissement. Et pour voir quel est l'investissement, il faut aller se plonger dans le droit interne. Du coup, ça implique que ces contentieux-là, et là je m'appuie sur notamment l'affaire Eli Lilly, ou même d'ailleurs Philip Morris, le tribunal arbitral doit aller se plonger
dans le droit interne de la propriété intellectuelle, ce qui nécessite parfois une compétence particulière du tribunal en matière de propriété intellectuelle, ce qui permettrait éventuellement de justifier le maintien de la possibilité pour les parties de choisir, de désigner leur arbitre sans forcément faire appel à une cour permanente. Ça, c'était juste pour la Commission européenne. Mais je voulais quand même en dire un mot, parce qu'on a des contentieux qui sont ultra spécialisés et il vaut mieux pouvoir avoir des personnes compétentes. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque très rapide, c'est que dans les traités récents, on a vu l'introduction de dispositions spécifiques au droit de la propriété intellectuelle. Et je prends juste un exemple ici, qui est l'exemple du CETA, donc le traité entre l'Union européenne et le Canada, qui introduit deux éléments intéressants. Le premier, c'est une référence à l'accord sur les ADPIC, l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce de l'OMC, et qui dispose de la chose suivante, dans la clause d'expropriation, je cite le paragraphe 6, qui nous dit « Il est entendu que la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces mesures soient conformes à l'accord sur les ADPIC, ne constituent pas une expropriation. » De plus, une détermination selon laquelle ces mesures ne sont pas conformes à l'accord sur les ADPIC ou au chapitre 20 du CETA sur la propriété intellectuelle n'établit pas qu'il y a eu expropriation. En fait, c'est une disposition qu'on rencontre dans d'autres traités. Et donc, le traité procède par renvoi à l'accord sur les ADPIC en autonomisant en fait les choses, mais tout en indiquant que lorsqu'il y a eu violation sur les ADPIC, ça n'est pas nécessairement une expropriation. Et dès lors que la mesure, surtout, est conforme à l'accord ADPIC, elle est conforme au traité d'investissement. Et deuxième élément sur le CETA, j'en terminerai là-dessus, le CETA introduit une disposition sur le mécanisme des licences obligatoires. Et ça, c'est très intéressant, puisque la licence obligatoire, c'est le mécanisme par lequel l'État, la puissance publique, peut accorder à un opérateur privé le droit d'utiliser un brevet contre le consentement du titulaire du brevet, moyennant une compensation. L'idée étant de permettre la production de médicaments génériques en particulier. Et la question s'est posée de longue date de savoir si l'octroi d'une licence obligatoire, ça ne pouvait pas être une expropriation de celui qui possède le brevet. J'ai un brevet sur un médicament pendant 30 ans, et puis 3 ans après, l'État autorise mon concurrent à commercialiser le même médicament. Bon. La question se pose, elle est réglée dans le CETA, qui nous dit clairement que l'octroi d'une licence obligatoire ne peut pas être une expropriation. Ça, c'est assez intéressant. Néanmoins, ça constitue, je crois, une extension assez considérable de la compétence des tribunaux arbitraux, et ça pose un problème de compétence, puisque les tribunaux arbitraux vont devoir faire application de l'accord sur les ADPIC, et donc faire preuve, encore une fois, de compétence en matière de propriété intellectuelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, deuxième remarque, c'est que je ne suis pas certain que ce soit forcément totalement utile, dans la mesure où l'octroi d'une licence obligatoire en tout état de cause donne lieu à une compensation financière. Et donc, dès lors que cette compensation est adéquate, ça ne peut pas constituer une expropriation. Bon, simplement pour conclure sur ce point-là, on voit bien que la seule singularité, elle vient du droit de propriété intellectuelle, mais je voudrais quand même revenir un dernier point sur cette affaire Philip Morris, parce que dans l'affaire Philip Morris, en réalité, le tribunal a appliqué les règles générales, il a appliqué le régime général du droit de l'investissement, mais il y a quand même peut-être une singularité cachée, parce que si on regarde le détail de l'affaire, la société Philip Morris avait quand même 13 marques de cigarettes qu'elle commercialisait en Uruguay. Après les mesures, après l'exécution de la mesure, il en restait 4. Donc elle a perdu plus de 2/3 de son investissement. Et je mets à part, là je me mets dans la position du défenseur de l'arbitrage. C'est un investissement, je ne tiens pas compte des questions de santé publique. Mais justement, si on se met dans la peau du juriste cynique, de 13 à 4, ça ressemble quand même beaucoup à une dépossession, en tout cas à une mesure qui réduit considérablement l'intérêt de l'investissement. Et donc, il est certain que dans la sentence, même si ça n'apparaît pas, le tribunal a tenu compte du fait que c'était un marché très particulier, que c'était un marché ultra régulé, évidemment, et le tribunal a évidemment tenu compte de l'impératif de santé publique. Sauf qu'il ne l'a pas dit explicitement, il l'a dit après dans l'exception de manière surabondante, mais je crois que voilà, le tribunal a tenu compte du fait qu'on commercialisait des cigarettes et pas des glaces à la vanille ou des yaourts, et donc quelqu'un qui commercialise des cigarettes, comme quelqu'un qui commercialise de l'alcool, doit s'attendre naturellement à des interdictions, à des régulations, à des diminutions de profit, à des baisses de part de marché. Et donc finalement, cette singularité de la santé, elle réapparaît, mais elle apparaît vraiment à travers une deuxième lecture et pas du tout à travers les exceptions que l'on pourrait envisager de prime abord. Merci, Monsieur le Président.